Merci. Bon, vu que c'est la fin de la journée, je vais essayer d'être très dynamique et très bref pour que vous puissiez justement... D'accord. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer un peu de vous parler des collectivités locales, hein, donc leur légitimité dans le cadre de la mobilité des jeunes. Mais surtout, je vais, par des exemples concrets, surtout par un exemple concret, très proche de l'UIT, vous montrer un peu ce qu'on peut faire concrètement dans le cadre de la coopération universitaire, scientifique et de la recherche au profit des enseignants-chercheurs, mais aussi des étudiants, mais tout en mettant en avant également l'intérêt pour le département, la collectivité que je représente, justement de promouvoir cette coopération-là. Et puis, j'aimerais dans un premier temps, parce que je pense que c'est important, depuis ce matin on discute, de préciser un peu quand même les termes qu'on utilise. Et je pense que la mobilité, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, et donc c'est important et qui peut avoir plusieurs sens, de préciser justement de quoi on parle. Et pour nous, en tout cas, pour ce qui me concerne, il me semble que ça peut partir d'un projet personnel, comme ça peut partir d'un projet collectif. Et les instruments que le Conseil général met en place, que je vous présenterai après, justement répondent à cette exigence-là pour permettre aux jeunes de pouvoir choisir, en fonction de leur projet, la façon dont ils veulent vivre leur mobilité. Cette mobilité, évidemment, elle peut se faire souvent plusieurs modalités. On peut avoir une mobilité nationale. Donc souvent, pour nous, collectivités territoriales, la question se pose. Les jeunes du Trièvre, on a envie qu'ils bougent, qu'ils ne restent pas toujours... pour ceux qui connaissent un peu le département, qui habitent dans la montagne, on a envie aussi, de temps en temps, s'ils veulent bouger, de pouvoir le faire, de pouvoir justement accéder à une certaine mobilité, comme les jeunes du Nord-Isère, de la même manière que les jeunes de Grenoble, aujourd'hui, peuvent bouger au niveau national, mais aussi à l'international, dans d'autres cadres. Elle peut être définitive ou temporaire. Alors, celle de définitive, il faut tout de suite l'écarter, elle ne nous intéresse pas, ce n'est pas celle qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, nous, c'est la mobilité temporaire dont on parle. Et je parle d'ailleurs de cette mobilité qui n'a pas vocation à se prolonger au-delà de l'objet initial du séjour. Souvent, quand nos volontaires de service international, de solidarité internationale, quand ils partent, on leur dit, et c'est un discours qu'on reprend souvent dans les séminaires qui sont organisés par le service coopération décentralisée de Lyon, qui est gestionnaire délégué d'un certain nombre de volontaires de solidarité internationale, qu'un volontaire de solidarité internationale n'est pas un expatrié. Donc, dès le début, il faut vraiment qu'on intègre cette question-là, mais ça suppose, tout de suite, ça pose les questions également, ce qu'on disait, du avant, mais aussi du après. Ça peut concerner un public étudiant, voilà, mais aussi ça peut concerner du non-étudiant. Et je pense que ça, c'est une question qui est essentielle pour nous, collectivités locales, notamment pour le département, que beaucoup dans cette UIT connaissent bien, parce que beaucoup de l'UIT2, notamment carrière sociale, souvent sont aussi, la plupart de mes collègues au Conseil général viennent souvent des carrières qui sont développées à l'UIT2, carrière sociale, aussi, et on sait que le public non étudiant est beaucoup nombreux parmi le public que le Conseil général justement suit ou accompagne dans son développement. La solidarité internationale est un enjeu de société et un outil de politique publique. Alors, je pense que ça, c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que, notamment en période de crise, on met trop d'argent à la solidarité internationale. Mais on ne met pas de l'argent juste pour les territoires. Et je pense que, et je reviendrai là-dessus quand je vais essayer d'apporter des définitions institutionnelles, mais aussi pragmatiques de ce que c'est que la coopération décentralisée, à quoi elle sert, le retour sur le territoire isérois en l'occurrence en particulier, ou sur le territoire français, c'est une obligation légale. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et la légitimité des collectivités locales, c'est par la loi. Donc je vais prendre vraiment les lois très très récentes sur la coopération décentralisée, la loi de 92, mais aussi la loi de 2007, la loi Thiollière, qui, elle, exige de façon très claire le retour sur les territoires français quand on s'inscrit dans des programmes de coopération décentralisée. Par la cible, c'est un enjeu de société, je disais tout à l'heure, donc la globalité de la jeunesse, on ne peut pas nous dire on va s'occuper que des étudiants. Donc à un moment donné, je dis très souvent,
le Conseil général s'occupe de l'individu dès l'instant qu'il est, il est dans le ventre de sa maman, hein, parce que les grossesses difficiles sont suivies par le Conseil général, par des sages-femmes du Conseil général, jusqu'à la vieillesse, parce que justement les maisons pour personnes âgées sont aussi effectivement financées et suivies par le Conseil général en lien avec les compétences de l'État. La territorialité, la coopération centralisée, c'est un enjeu de territoire à territoire. Donc bien clair, bien prescrit, ce n'est pas quelque chose. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se mettre dans le cadre d'une relation entre le Conseil général, entre une institution française et une institution étrangère, ou plusieurs institutions, mais en tout cas au minimum il faut qu'il y en ait une qui soit étrangère. Là on est dans le cadre d'une coopération décentralisée au sens juridique du terme. Et elle répond à une réponse aux inégalités. L'enjeu pour les départements, et je pense que ça c'est une question qui est essentielle, qui a été abordée tout à l'heure, notamment sur comment on peut justement démocratiser l'accès à la mobilité. Et je pense que souvent quand on parle de démocratiser l'accès à la mobilité, on pense tout simplement à ceux qui ont déjà ou ceux qui ont déjà accès à l'information pour la mobilité. Parce que la démocratisation de la mobilité, elle est aussi dans l'accès à l'information, au fait que les familles elles-mêmes soient convaincues de l'utilité de la mobilité. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est très très important et l'État l'a compris. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Aujourd'hui, l'ouverture vers les collectivités locales, vers les territoires, est un enjeu très très réel. Mais comme je dis, la mobilité, ça a été répété tout à l'heure, ne doit pas être une finalité en soi. C'est un outil, c'est un instrument qu'on met au service du jeune pour sa formation, pour son développement personnel, pour le fait qu'il puisse construire un nouvel capital humain, entre guillemets, et qui lui permette justement de pouvoir développer des compétences nouvelles ou des capacités lui offrant la possibilité de s'insérer, soit socialement, soit professionnellement. Et donc, plusieurs études, hein, en tout cas en France, notamment un rapport qui a été remis en 2011 au gouvernement, qui a été rédigé par Jean-François Bernardin, montrait que, effectivement, les principaux freins de la mobilité, c'est bien sûr la question sociale. Donc, et là, je vais revenir, on va discuter sur les termes, le terme bourdieuisien du terme. Quand les étudiants, y compris, quand je parle juste des étudiants de master, hein, quand ils vont faire leur choix de mobilité, de toute façon, ils font des arbitrages. Voilà. Et c'est parmi ces arbitrages-là, quelque chose qui est très très important, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand on parlait des prêts, les étudiants de familles aisées n'attendent pas les prêts pour partir. Donc je pense que, sans donner un avis sur la pertinence ou non des questions de prêt, même si peut-être j'ai un avis là-dessus, en attendant comment ça va se faire et l'évaluation qui en sera faite, c'est surtout dire tout simplement que la question des moyens, c'est une question essentielle et qu'il faut aborder. Et que les collectivités locales ont leur part de responsabilité dans ce domaine-là pour permettre justement aux jeunes de leur territoire de pouvoir justement vivre la mobilité qu'ils souhaitent. Et donc elle permet forcément, à partir du moment-là, de lutter contre les inégalités, parce que quand on ouvre les jeunes vers l'extérieur, à partir de ce moment-là, on a justement permis déjà de pouvoir changer de cadre, de pouvoir changer de focale sur la vie, sur l'expérience qu'on peut vivre. Et je dirais, par contre, pour tout cela, on a besoin, de toute façon, d'avoir des outils et des instruments. On ne peut pas faire de la mobilité s'il n'y a pas d'outils, il n'y a pas d'instruments. Bon, Erasmus fait partie justement de ces outils, de ces instruments de mobilité. Et les collectivités locales en sont conscients et je vous présenterai tout à l'heure, sans tarder, sur ces questions-là. Et puis bon, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là, la question d'utilité et du déterminisme social par rapport à la mobilité aujourd'hui. Je vais la passer parce que, comme je disais tout à l'heure, on passe beaucoup de temps, mais il faut savoir que l'utilité de la mobilité n'est pas la même. La perception d'une mobilité utile n'est pas la même en suivant nos origines, nos expériences, nos vécus, notre approche interculturelle, nos références, nos familles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Est-ce qu'il y a un déterminisme social? Je dirais juste que
Si on reprend la dialectique marxiste, ce n'est pas parce qu'on va aller au Festival de Rio de Janeiro qu'on ira. C'est parce qu'on a les moyens, quelque part, qu'on ira, ou en tout cas qu'on a accès à ces moyens-là. Alors, je vous ai fait ce petit croquis pour démontrer un peu pourquoi nous, en tant que Conseil général, on est légitime. Alors, nous avons la mobilité pour le public numéro 1, qui est le public étudiant, universitaire, qui a accès à l'information. Peut-être avoir accès à l'information ne veut pas dire qu'on peut partir, parce qu'on peut aller au CIO, à l'université, savoir tout ce qui se fait sur la mobilité et ne pas pouvoir partir. Hein. Donc, voilà. On a un autre, mais ça, c'est un public universitaire. On a un autre public qui n'est pas forcément un public universitaire, mais qui, lui, a accès à l'information par d'autres biais et qui peut partir. Donc, c'est pas entre ces deux publics, on a une zone de conteneur, on a un public qui peut être étudiant, comme qui peut ne pas être étudiant, mais qui n'a ni accès à l'information ou qui n'a pas les moyens de vivre sa mobilité. Et nous, collectivités locales, notre cible prioritaire, justement, c'est cette cible-là qui est dans le ventre mou, qui n'a accès ni à l'information, ni aux stratégies, ni à la connaissance. Et parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut apporter une réponse un peu plus égalitaire par rapport à la mobilité. J'ai essayé de faire, je dirais tout à l'heure, je pense que la question a été posée tout à l'heure. Là, on est, du coup, nous, quand on intervient sur la globalité de la cible. C'est juste pour montrer qu'on peut mettre en place des dispositifs qui viennent encourager la mobilité des étudiants, qui est prévu, mettre en place des dispositifs qui accompagnent les jeunes qui ne sont pas étudiants mais qui ont envie de partir, et en même temps, aller chercher ou donner l'envie de mobilité à ceux qui sont hors dispositif. Et là, on est sur une cible globale, et donc, par conséquent, il nous faut une approche globale. Nos instruments doivent intégrer cette approche globale-là. Mais cette approche globale-là, elle part d'une action locale. Et là, on revient du global au local. Cet ascenseur-là, c'est le retour, c'est une action d'une collectivité locale. C'est en lien avec les objectifs de l'État, mais qui permet une réponse globale, une mobilité globale sur l'ensemble du territoire. Les dispositifs que le Conseil général essaie de développer aujourd'hui répondent à une complémentarité avec ce qui peut se faire avec Erasmus ou avec d'autres dispositifs de mobilité des jeunes étudiants, répond à un besoin de mobilité des jeunes, soit des jeunes des quartiers défavorisés comme des jeunes en zone rurale, mais également favorise l'accès à l'information et aux instruments de mobilité pour des jeunes qui étaient hors circuit. Alors, je ne vais pas revenir sur la coopération décentralisée, je pense que ça, c'est quelque chose qui est déjà dit. Peut-être juste sur la dernière partie, la convention, et je pense que ça, c'est un cadre juridique qui offre, parce que si la collectivité locale, avec sa collectivité partenaire, inscrit dans le cadre de sa coopération, de sa convention, des éléments de mobilité qui concernent sa jeunesse, on est sur quelque chose qui est déjà une base solide qui permet de dire oui, on s'ouvre. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude. Aujourd'hui, l'État, sur les derniers documents cadres de coopération, de partenariat, notamment par exemple quand tu prends le cas de l'Algérie, pour la première fois, la question de la jeunesse est abordée dans ce document-là. Donc, le document qui a été signé par le président de la République au mois de décembre. On pense que c'est une avancée importante, en tout cas qui permet d'offrir un cadre sécurisé sur le plan juridique, ou en tout cas un cadre de référence qui permet de développer des initiatives de ce type. Alors, voilà ce qu'on appelle dans le monde de la coopération le carré magique. Pourquoi carré magique? Il n'y a rien de carré, il n'y a pas un parallélisme des formes qui dit qu'on est dans un carré. C'est surtout la dualité de la relation. C'est une relation deux par deux entre une collectivité française et une autorité étrangère. Je dis autorité étrangère parce que souvent, et ça c'est l'exception française de la décentralisation, nous on peut être en relation avec, comme c'est le cas en Arménie, une préfecture, la préfecture de Garkonique, en Palestine avec le gouvernorat de Bethléem, au Sénégal avec un conseil régional. Et donc on a une multitude justement qui permet, pour avoir une uniformité de ton, j'utilise le terme autorité étrangère. La société civile française est une structure étrangère. Là aussi c'est pareil parce que dans les pays où on intervient, souvent, on n'a pas une société civile organisée. Je prends le cas de l'Arménie, le statut associatif est interdit, il n'existe pas.
Donc, la société civile là-bas, pour qu'elle s'organise, pour qu'elle puisse agir, il faut qu'elle s'organise en PME ou en SARL. Donc, la question des droits qui se posait tout à l'heure est fondamentale. Et ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, je l'ai dit vendredi dernier à Nantes lors du Forum mondial des droits de l'homme, c'est que bien sûr, il y a les principes des droits de l'homme, mais ce qui est important pour nous, c'est l'accès aux droits. Et que l'action des collectivités locales doit permettre l'accès aux droits. Droit à la santé, droit à la démocratie, droit à la participation de la société civile, droit à l'éducation et à la formation. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Ce carré magique-là permet d'offrir un cadre plutôt favorable à la mobilité des jeunes. Les jeunes peuvent partir dans le cadre de la relation entre la collectivité française et une autorité étrangère. Ils peuvent partir dans le cadre des relations entre une société civile française et une structure étrangère. Et là aussi, on peut toujours appuyer le Conseil général, en tout cas pour ce qui nous concerne nous, dans le département de l'Isère, on peut appuyer ces démarches-là, ou en tout cas faciliter ces démarches de mobilité. Alors, comment on le fait? Par les chantiers de jeunes, donc beaucoup de gens les connaissent. Depuis les années 90, en tout cas, il y a des choses qui ont été mises en place par l'État et qui permettent notamment aux collectivités d'appuyer et d'accompagner des projets de chantiers de jeunes, des chantiers de solidarité internationale. Sur les chantiers, il y a d'autres acteurs qui accompagnent, qui ne sont pas forcément en lien avec les coopérations, mais qui sont des acteurs territoires. Je pense à la Ligue de l'enseignement, à la Fédération des œuvres laïques, et je pense à d'autres structures que la mobilité associative. Donc celle-là, on pense qu'elle est importante et bien compensée. Le volontariat, qui est aussi possible. Et le Conseil général utilise le volontariat dans certains de ces territoires où on a des étudiants qui ont fait leurs études à Grenoble et qui sont recrutés en volontaires de solidarité internationale, qui peuvent aller vivre une expérience d'une année à 3 ans sur un territoire en tant que chargé d'appui à la coopération. Ça marche très bien, c'est une très belle expérience et souvent quand ils sortent de là-bas, ils sont déjà intégrés dans les réseaux internationaux, justement sur le plan professionnel. Ça peut être par le biais de stages. Aujourd'hui, on a encore des stagiaires qui sont à l'étranger, au Sénégal, au Maroc, et qui sont envoyés par le Conseil général. Et c'est des étudiants ici qui sont recrutés et qui peuvent justement faire leur stage à l'étranger. On le fait beaucoup avec l'Institut d'urbanisme, où on recrute des apprentis chez eux, mais en même temps, on recrute des stagiaires justement à l'Institut d'urbanisme de Grenoble qui peuvent justement aller sur ces territoires-là. C'est des séjours d'études aussi. Alors là, c'est un accompagnement qui peut être fait, des séjours linguistiques ou autres, en tout cas que le Conseil général peut accompagner dans ce domaine-là. Et ça peut être des projets personnels aussi, des jeunes qui ont envie, ou un jeune qui a envie de porter un projet, d'aller à l'étranger, de vivre une mobilité dans un cadre. Il peut être accompagné également par une collectivité locale, notamment par le Conseil général. Alors la stratégie, donc bien sûr, pour nous, ça démontre que les avantages, que la mobilité a des avantages énormes pour nos jeunes sur nos territoires. Je pense que ça c'est important, il faut le dire. C'est une stratégie d'incitation. Donc au-delà du fait qu'on n'attend pas que les jeunes viennent et disent eh ben oui, nous on va partir, mais aussi on va vers les jeunes pour leur dire que c'est important de partir. Et on essaie de faire en sorte de créer un environnement favorable justement à la mobilité, sur le plan administratif, sur le plan logistique et sur le plan relationnel. Sur le plan administratif, je pense que cette coopération dont je parlais tout à l'heure permet justement d'offrir, notamment quand il y a des visas ou autres, sur nos territoires de coopération, on a des liens privilégiés avec les ambassades, avec les consulats, avec les autorités étrangères. Donc on peut faciliter aux jeunes qui partent dans ce cas-là et qui viennent nous rencontrer, lui donner les contacts nécessaires pour que ça aille beaucoup plus vite. Sur le plan logistique, on peut avoir des dispositifs. Tous nos stagiaires qui partent, en général, quand ils arrivent, leur logement est tout prêt et tout ça, même si c'est eux qui payent. On fait en sorte qu'en tout cas, quand ils arrivent, ce ne sont pas une galère supplémentaire, justement, de trouver un logement ou autre. Et sur le plan relationnel, donc, ils sont intégrés déjà dans des réseaux avec notre collectivité partenaire qui les intègre dans les projets qui sont portés par la collectivité. Donc, et ça, on pense que c'est des facteurs vraiment importants que tout acteur qui a envie d'accompagner la mobilité des jeunes doit intégrer dans sa démarche. Les conditions de séjour, ça c'est très très important parce que souvent ça pose problème. Diversifier sa cible, si on veut démocratiser, en tout cas l'accès à la mobilité. Se poser la question du pendant et du après, parce que le jeune qui part, il faut le préparer. Donc nous, on accompagne, je vous expliquais tout à l'heure, un réseau Jeunes Solidarité Internationale, y compris financièrement.
le développement de compétences transversales permettent aux jeunes que sa mobilité soit vraiment utile, lui soit utile à lui et à la collectivité. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes, une autre conscience citoyenne qu'on développe chez les jeunes quand ils partent et qui lui permet de capitaliser, même s'il n'y a pas justement encore un formalisme académique qui lui permet d'avoir un diplôme ou une certification dans ce cadre-là. Alors, la modalité de gestion, pour nous, elle peut être directe. Donc, on peut gérer directement une mobilité en lien avec les jeunes. Donc, ça peut par le biais de stages, de missions, d'apprentissage ou de séjours. Mais aussi, on peut aussi avoir une gestion déléguée, justement, de la mobilité des jeunes. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec le service coopération décentralisée de Lyon, qui est une association. Nous leur avons délégué, par exemple, la gestion de nos volontaires qui partent à l'international et on leur verse une subvention. Et c'est comme ça qu'ils gèrent. Alors, coordonner les dispositifs pour les rendre plus lisibles. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que, et ça, c'est si aujourd'hui, et ça rejoint un peu la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, c'est vrai qu'Erasmus se faisait, mais les collectivités ne se sentaient pas concernées. Voilà. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est universitaire. Maintenant qu'il y a Erasmus pour tous, je pense que l'enjeu n'est plus le même, la démarche ne doit plus être la même. Et moi, j'invite, et c'est le discours que je tiens à mes collègues dans les collectivités, vraiment, il faut se rapprocher des universités, de se rapprocher des services de l'État, parce qu'il y a aussi le FONGEP aussi, qui gère un certain nombre de dispositifs. Et je pense que ça, c'est important de pouvoir avoir cette coordination. Favoriser les échanges ici, en France, d'abord, entre nous et nos universités. Faire du lien, je pense que ça, c'est important, mais aussi avec nos territoires de coopération. Donc, favoriser la coopération éducative. Aujourd'hui, avec le rectorat de Grenoble, pour la première fois, je ne sais pas si les collègues du rectorat qui sont là, en 2012, c'est la première fois que le rectorat de Grenoble est parti en Afrique. C'est la première, en Afrique, quand je dis Afrique, Maghreb et Afrique subsaharienne confondue. Et quand ils sont revenus, quand le DARIC est revenu, il était tellement enthousiaste avec son équipe qu'aujourd'hui, il y a 3 conventions de coopération éducative qui sont signées entre le rectorat de Grenoble et des inspections académiques au Sénégal. Et on espère que ce travail-là, cette dynamique-là, puisse être justement transposé dans d'autres collectivités. Alors pour ce qui nous concerne, nous, je vais aller très vite, mais vous pouvez me poser des questions après sur les objectifs que nous, on se fixe. Et peut-être que je reviendrai juste sur encourager les mobilités de découverte, parce que je pense que ça, c'est très, très important. Il ne faut pas non plus dire partout que le gamin, quand il part, ou le jeune, quand il part, ou la jeune, il faut absolument, quand elle revienne, qu'on nous donne un diplôme, etc. Parce que je pense que le meilleur des diplômes, c'est d'abord le regard que le jeune a sur lui, sur son expérience, sur son vécu, et comment ça lui redonne une nouvelle dynamique, en tout cas, dans ses objectifs, ou en tout cas, ça le confirme dans les choix qu'il avait déjà faits. Et une des choses sur laquelle je voudrais insister, et qui rejoint sans vouloir insister sur le nouveau projet de loi sur l'apprentissage, ou l'anglais comme maison d'enseignement dans quelques universités ou dans quelques disciplines, c'est la mobilité entrante. Les étudiants étrangers, mais ce sont les ambassadeurs de demain de la France. Et si on veut l'attractivité de notre territoire, passe aussi par là. Et je pense que pour moi, cette question-là, c'est un avis personnel, je pense que c'est un faux débat d'expliquer aujourd'hui est-ce qu'on doit enseigner l'anglais ou non, etc. Personnellement, quand je vais à l'étranger, je peux vous dire, quand je vais en Palestine, en Arménie, je ne parle pas l'anglais. Voilà. Soit l'anglais ou l'arabe, encore peu. Voilà. Dans certains territoires, moi j'ai la chance de parler arabe. Ceux qui ne peuvent pas parler arabe, ils sont cantonnés à parler anglais. Donc c'est quand même important et pour nous, pour nos jeunes, de s'ouvrir. Et je pense que, moi c'est ma conviction propre, quand on accompagne des projets en Arménie, par exemple, sur la francophonie, qu'on finance en Arménie pour préparer la mobilité entrante pour des étudiants arméniens qui viennent, il y a à peu près 150 jeunes étudiants arméniens qui bénéficient de ces cours chaque année parce qu'ils veulent venir faire leurs études en France. Je peux vous dire qu'ils ne nous posent pas la question de savoir, mais non, nous on veut rester respecter des Arméniens, on va parler arménien, on n'a pas envie. Au contraire, ils sont motivés pour le faire. Et je pense que nos jeunes aussi, on doit leur donner la chance d'avoir au moins une deuxième langue. En tout cas, je pense que ça c'est important et que l'acquisition de la langue maternelle se fait dans les enseignements de base. Ça a été expliqué, démontré par des psychologues, par des pédagogues et autres. Et que nous expliquer aujourd'hui que, encore que la distance est grande entre tout le monde, on a discuté là, on ne dit pas à tout le monde de parler anglais.
Voilà, c'est pas ça la question. Voilà. La question, c'est d'avoir une compétence nouvelle par le biais de la langue sur certains enseignements et certaines disciplines. Et je pense que tout ça, c'est important également, en tout cas, de développer. C'est pour ça que au Conseil général de l'ISER, on a une stratégie d'intégration des étudiants étrangers, on soutient les associations d'étudiants étrangers, on les accompagne dans la mobilité sortante et on essaie de travailler, d'accompagner la stratégie de l'État sur l'attractivité de notre territoire sur ces questions-là. On a la chance d'avoir Minatech et autres, donc d'avoir une attractivité scientifique importante, on en profite, mais dans le bon sens du terme. Et bien sûr, faire des partenariats scientifiques et universitaires, de lever de la coopération décentralisée. Parce que souvent on dit, mais vous allez chercher l'université, vous allez payer. Avec l'UT1 de Grenoble, nous avons mis en place un dispositif pour accompagner l'université Al-Ahliya de Bethléem. Alors, je discutais avec Patrick Pierson, le directeur de l'UT1, il me dit, mais tu comprends, mais nous, on n'a pas les moyens. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que ce soit du donnant-donnant. Et je lui explique le projet. Et en discutant, fil en aiguille, il me dit, bah, nous, on ne peut pas tout payer. Je paye 50%, je paye 50%. Alors, on a payé la mobilité des enseignants-chercheurs pour qu'ils aillent là-bas sur place. Et quand ils sont revenus, ils étaient tellement enthousiastes qu'aujourd'hui, le projet est bien avancé. On a quatre filières de technologie qui vont être créées à Bethléem. C'est le premier institut universitaire de technologie de Palestine. Donc c'est quelque chose qui est très très important, qui va favoriser non seulement la mobilité des étudiants s'ils le souhaitent, des enseignants-chercheurs, mais aussi des administratifs, parce que la vice-présidente apparemment de l'UGF est allée sur place pour voir un peu justement comment ça se passe, comment on construit les curricula là-bas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on n'a pas encore l'habitude. C'est un changement de culture dans les relations entre les collectivités et les universités qu'il faudrait qu'on développe davantage. Voilà. Alors, les instruments que nous avons mis en place pour favoriser cela, donc bien sûr, nous avons la bourse de l'aventure qui est mise en place par le Conseil général chaque année. Donc, l'année dernière, il y a eu 8 projets qui ont été financés dans ce cadre-là. Donc, qui permettent justement aux jeunes isérois qui souhaitent, par un projet collectif ou individuel, de pouvoir partir à l'étranger. Bon, évidemment, c'est exclu les stages et les formations professionnelles. C'est la raison pour laquelle le Conseil général, au service de coopération décentralisée, nous, par contre, on favorise, on accompagne le dispositif qui est mis en place, qui est géré par la Direction de l'éducation et de la jeunesse, par un dispositif de coopération décentralisée. Sur les projets touristiques et linguistiques, il y a des choses qui sont accompagnées également, même si c'est exclu de la bourse de l'aventure. Évidemment, après, il y a des projets qu'on ne peut pas soutenir parce que notre coopération centralisée s'inscrit dans une démarche de développement durable. Et on peut dire que le Paris-Dakar et les 4 profits ne sont pas des projets qui répondent justement à ces objectifs de développement durable, de respect de l'environnement, de gouvernance partagée des territoires, et ainsi de suite. Le contrat éducatif isérois, donc l'action 17 de notre contrat éducatif isérois, parce qu'on se dit que la mobilité, il faut la vivre dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est quand ils sont encore jeunes qu'il faut mettre dans leur tête, leur expliquer que la mobilité c'est important. Et finance justement une action qui permet aux collégiens de justement postuler, ou en tout cas de monter des projets avec leurs équipes pédagogiques en lien ou non avec la société civile pour pouvoir justement vivre des projets internationaux dans leurs établissements et en lien avec les établissements à l'étranger, d'où tout le travail que nous faisons avec l'État et notamment avec le soutien du rectorat de Grenoble qui est très très dynamique à nos côtés et qui nous a permis cette année d'avoir un financement européen avec la région Rhône-Alpes de plus de 800 000 € qui permet de lancer un nouveau projet qui s'appelle le REDSO et qui sera lancé le 14 juin prochain. Donc il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et je pense que là-dessus aussi, les associations étudiantes qui veulent se lancer dans un certain nombre de projets peuvent accompagner. La mise en réseau, on pense que aussi ça c'est très très important. Donc vous parlez tout à l'heure du Jeune Solidarité International, on finance son fonctionnement. On l'a délégué à la société civile parce qu'il faut impliquer la société civile iséroise pour qu'elle se mobilise, vu qu'elle est compétente, on les connaît. On a à peu près 315 associations ONG dans le département qui interviennent sur ces questions-là. Et elles sont toutes très très compétentes dans ce domaine-là. Les associations d'étudiants étrangers, bien sûr, qu'on accompagne financièrement. Et je terminerai, peut-être, bon, là, je ne vais pas vous reprendre tous les exemples. Peut-être que l'exemple juste de la Palestine, sur lequel je vais revenir parce qu'il permet, et j'aurais aimé être avec Patrick Pierson, je vais essayer d'aller très très vite là pour tout ce qui est, pour qu'il explique justement la démarche qu'eux, à l'université, ils ont mise en place
qui nous ont proposé en validation, qui a permis aujourd'hui, au-delà même de l'autorité palestinienne, d'avoir même des pays tiers, les États-Unis, les Américains, aujourd'hui, la semaine dernière, sur un des projets, sont venus, ils m'ont dit, voilà, nous, on veut mettre 3 à 4 millions de dollars sur ce programme-là. Nous, on était là, alors on leur a demandé de laisser que le projet français aboutisse comme projet pilote et après qu'on le capitalise pour pouvoir justement transposer, en tout cas, tout ce qui a été capitalisé dans ce domaine-là, dans d'autres projets. Et puis évidemment, je ne vais pas revenir sur la coordination et la mise en complémentarité du dispositif. Je pense que ça, c'est essentiel. Il faut vraiment qu'on aille dans ce sens-là. Et je remercie en tout cas tous ceux qui travaillent à l'échelle européenne et qui se battent pour que Erasmus pour tous puisse s'ouvrir davantage. Et surtout, l'État a mis en place normalement un dispositif de commission permanente qui doit aussi regrouper, qui doit s'installer en 2014 et qui doit regrouper non seulement les préfectures de région, mais aussi les États, les acteurs de la société civile. Voilà un peu de manière un peu ramassée. Je suis désolé, je suis passé très très vite, j'ai plein de diapos, il y a plein de choses à dire, mais bon, quand on est dernier, c'est toujours comme ça, on est piégé dans les collègues. Mais je suis à votre disposition pour, si vous voulez, des éclaircissements ou des questions. Merci. Bonjour, moi j'avais pas de questions, j'étais juste en train de dire que c'était l'option 2 qui était la meilleure parce qu'on était fatigués. Mais je tiens à vous remercier. Maintenant que j'ai le micro, je vais vous remercier pour votre allocution qui, bien qu'étant la dernière, était très vivante et nous montrait la perspective de collaboration nombreuse qui, je pense, vont être très intéressantes dans les années à venir. D'autres commentaires, réactions? Bonjour, je suis enseignante d'anglais ici à l'IUT. Donc c'est juste une question, côté pratique, comment vous faites pour présenter toutes ces informations aux jeunes? Voilà, c'est très, très pratique, mais très utile comme réponse, je pense. Bien sûr, je pense que vous avez raison. Bon, après, sur la bourse de l'aventure, il y a une communication sur le site internet du Conseil général. J'avoue que ce n'est pas suffisant. Moi, je milite pour que ce soit quelque chose qui soit déposé davantage dans tous les endroits où les jeunes peuvent se retrouver, qu'on aille dans les universités. Je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand j'ai fait le tour des services internationaux des universités, on ne trouve pas de flyers ni de documents qui informent les étudiants sur cette possibilité-là. C'est dommage et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que l'accès à l'information, c'est quelque chose qui est essentiel. Mais de la même manière, quand on va dans les maisons de quartier, on n'a pas non plus l'information. C'est vraiment dommage et je pense que... alors, ce que j'ai essayé de piloter depuis quelques mois avec mes collègues au sein du Conseil général, c'est une approche transversale au sein du CG pour que sur l'ensemble de nos sites, les 13 sites du département qui sont à l'échelle de l'Isère, qu'on puisse avoir cette information disponible. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on commence déjà par un travail en collaboration. C'est pour ça qu'il faut qu'on se rapproche davantage. Avec l'UIT 1, ça s'est fait, ça marche. Il y a des projets qui fonctionnent. Pourquoi pas avec l'UIT 2 qui d'ailleurs dans ses compétences est beaucoup plus proche du département que l'UIT 1. Effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. Là, il faut essayer de faire plus d'informations possible. Parce que je sais que pour un jeune qui a déjà un projet, on peut se renseigner, on va chercher, mais pour quelqu'un qui n'a pas, il faut créer l'envie avec des informations comme ça, je crois. À disposition des gens. Oui, bien sûr. Après, il faut savoir que c'est quelque chose c'est une démarche très récente qu'on essaie de développer. Bon, avec peu de moyens qu'on a, mais qui fonctionnent plus ou moins. Mais je suis d'accord avec vous que l'accès à l'information est primordial pour le développement, en tout cas, de ce partenariat-là. Mais j'en appelle aussi aux universités de venir vers nous pour nous demander, parce que c'est vrai que les demandes qu'on a des universités, souvent, c'est oui, nous avons un colloque, est-ce que vous voulez bien financer notre colloque? Mais c'est vrai. Et moi, je leur dis, mais est-ce que vous ne voulez pas qu'on travaille
davantage sur le partenariat qu'on peut construire ensemble et en direction, ce qu'on peut appeler la coopération scientifique ciblée sur des territoires sur lesquels nous, on est déjà présents, où on peut apporter une valeur ajoutée en termes sur le plan relationnel. Et ce n'est pas, là j'ai parlé de la technologie, on a des initiatives en matière de santé, avec des développements, des formations qui se font, avec des médecins, avec Aide médicale et développement, Kiné du Monde et autres, sur les sages-femmes, sur les assistantes sociales, il y a des formations qui se font et c'est dommage que l'UIT2 ne puisse pas participer. Sur la question culturelle, il y a une coopération universitaire forte qui se fait avec l'Observatoire des politiques culturelles. Aujourd'hui, on est en train d'accompagner la mise en place d'un master au Maroc, dans la région de Souss Massatra. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on les développe davantage et qu'on communique davantage sur ces questions-là. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention très enrichissante.